Alors pourquoi on a voulu organiser ce débat? Alors plusieurs choses déjà ont été dites pendant le premier débat. Agnès disait très bien tout à l'heure que la presse indépendante, c'était aussi la production d'un autre imaginaire. Moi, ça m'a beaucoup plu. Depuis que je suis arrivée au fond, j'ai découvert une galaxie de médias, de presse indépendante, vraiment très enrichissante, intéressante. Quand on a initié l'appel des indépendants à l'automne dernier, moi j'ai découvert qu'il y avait une multitude de médias indépendants et je pense que c'est juste le sommet de l'iceberg. On a eu 93 signataires, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres médias indépendants en France. Et voilà, nous on avait vraiment envie de mettre à l'honneur ces médias indépendants, cette presse qui raconte en fait d'autres choses, qui raconte nos vies, qui raconte la société, qui est une société qui nous parle. Vous traitez l'information de manière différente. Nous avons Splan qui est là, qui est représenté par Faustine, qui est journaliste, qui a un très nouveau média basé en Bretagne qui date de 2021, il me semble, et qui s'occupe de traiter l'agro-industrie. Donc c'est un média d'investigation, d'enquête locale. Nous avons La Déferlante, qui est une revue peut-être un petit peu plus... qui est aussi de 2021, qui a été créée très récemment et qui traite de manière, on va dire, aussi très intéressante des nouveaux féminismes. Et puis on a Clémence Postis, qui est la rédactrice en chef de Revue Far West, qui est un de nos premiers lauréats, qui est un média d'information locale en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, on avait vraiment envie de mettre à l'honneur, alors vous n'êtes pas les représentants de cette presse indépendante, mais des exemples avec de l'info locale, de l'investigation et également des sujets, des thématiques traitées de manière très différente avec les nouveaux féminismes. Voilà, et moi j'avais envie de vous poser une première question, et je vais commencer par Faustine, si elle en est d'accord, sur comment est-ce que vous faites pour faire émerger d'autres thématiques, d'autres informations que celles qu'on entend dans le débat public actuellement. Comment est-ce que vous racontez les nouvelles dynamiques qui se créent dans notre société? Alors déjà, je pense que ce qui est important aussi, c'est de voir d'où on parle. C'est vrai qu'on parle beaucoup des sujets, mais c'est vrai que nous, on est tous les membres de ce plan, on habite en Bretagne, et dans des espaces ruraux. Donc on habite dans des villages, dans des petits villages, et on travaille dans des petits médias, des médias locaux. Moi, je travaille dans un hebdomadaire. Et ça fait qu'on n'a pas forcément le même regard sur l'actualité. Et on n'a pas le même rapport aux sources aussi, je pense. Du coup, on n'a pas les mêmes remontées d'informations. Et dans la création de notre média, on a aussi eu un contact avec nos lecteurs qui a été fabuleux, parce qu'on a eu énormément de retours, énormément de mails et d'alertes sur des sujets, pardon, sur des sujets notamment environnementaux, parce que c'est quand même une thématique qu'on aborde énormément, sur des pollutions micro, en fait, des pollutions très locales. En fait, les citoyens sont les premiers lanceurs d'alerte, et c'est vrai que nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'appuie, parce qu'on tient, on peut être objectif. On a vraiment cette exigence de journalisme. On tient à cette objectivité, mais ça n'empêche pas qu'on a conscience de l'urgence environnementale, et qu'aujourd'hui en Bretagne, je pense qu'énormément d'habitants ont conscience de cette urgence environnementale, parce qu'on vit la pollution au quotidien. On est quand même la première région agro-industrielle en France, et notre première enquête justement a traité de l'ammoniac, parce que la pollution à l'ammoniac en Bretagne est très importante. On va en Bretagne en pensant qu'on va profiter d'un bon bol d'air pur. Mais nous, notre première enquête, elle s'appelle un bol d'air à l'ammoniac, parce qu'en Bretagne, on est la première région émettrice d'ammoniac, qui est un polluant de l'air, qui entraîne en fait la création de particules fines, qui est donc la cause d'énormément de problèmes de santé, comme l'asthme, comme des problèmes cardiovasculaires, qui est une des secondes causes de mortalité évitables en France. Et donc ça, on n'a pas conscience quand on habite en Bretagne, puisqu'en fait c'est la pollution de l'air, on ne s'en rend pas compte. Et aussi parce que les associations qui calculent en fait la pollution de l'air sont financées par les industries.
et non par l'agro-industrie. Et en Bretagne, c'est l'agro-industrie qui pollue. Et c'est pas elle qui finance les associations qui calculent la pollution de l'air. Ça fait qu'on n'a même pas de calcul de la pollution de l'air, ça fait qu'on n'en a même pas connaissance. Et donc ça, c'est des informations qu'on a données dans notre première enquête, qui en fait n'étaient pas traitées en Bretagne, alors même que en fait, ça devrait être traité. C'est notre actualité, c'est notre quotidien de respirer cette air, comme c'est notre quotidien de boire l'eau, de se promener autour de chez nous. Et en fait, on est environné de pollutions en Bretagne qui ne sont pas traitées, ou très peu, dans l'actualité. Et là, en fait, on revient sur les problématiques financières, hein, parce que enquêter, ça coûte cher. Et les médias locaux n'ont pas forcément fait le choix d'investir sur l'investigation, parce qu'en fait, ils ont plutôt de l'information qui est de l'information quotidienne. Et en plus, les médias locaux sont financés aussi par de la publicité, forcément. Et donc, qui dit publicité, dit puissance économique comme l'agro-industrie qui va financer finalement par la publicité cette presse. Et donc, forcément, ça crée de la censure, ça crée de l'autocensure. Et c'est pour ça que ce plan, en fait, pour ça qu'on a créé cette association. C'est justement pour pouvoir traiter de ces problématiques. De pouvoir traiter de ces problématiques de pollution, de pouvoir aborder la question de l'agro-industrie. Mais après, il y a d'autres thématiques qu'on aborde. Hein. Ça peut être des thématiques de santé publique, sur lesquelles sera une seconde enquête, ou des thématiques même qui peuvent rejoindre finalement l'international, puisque on peut aborder en fait, enfin, la mondialisation finalement concerne la Bretagne, donc on peut très bien aborder des sujets qui peuvent même concerner l'international. Et donc voilà, finalement, sur la diversité des sujets qu'on peut aborder quand on décide d'être indépendant, et que pour être indépendant, ça veut aussi dire prendre du temps bénévolement, parce que nous, en fait, on n'a pas les moyens de se salarier. On est une dizaine de bénévoles, et on est 5 en particulier, 6 en particulier à faire partie du comité éditorial, qui donc accompagnons les enquêtes et finançons des journalistes grâce, et là on remercie, hein, grâce à un financement participatif qui a été un succès. On en relance la seconde. Ça nous permet donc de salarier des journalistes qui peuvent enquêter et prendre le temps d'enquêter en étant financés, en étant salariés pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois si nécessaire. En fait, ce temps, il coûte cher et en plus, il est incertain. Parce que quand on fait une enquête, on ne sait pas ce qu'il y aura au bout. Là, on a lancé une de nos enquêtes, parce qu'on en a 3 en cours. On a une, on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être que ça ne va rien donner, en fait, parce que on se pose des questions, on va traiter un sujet, et puis parfois, il n'y a rien, parfois il y a quelque chose, et on n'est pas là pour dénoncer des choses s'il n'y a pas, on va dire, de dérive, s'il n'y a pas de scandale, en fait. Et c'est toute la question de l'enquête, c'est que si ça coûte aussi cher, c'est aussi parce qu'on prend beaucoup de temps à chercher et qu'il n'y a pas toujours du résultat. Et ça, en fait, c'est la grosse lacune peut-être du système, de comment financer un journalisme d'enquête. Alors nous, on en appelle aux lecteurs, on en appelle aux citoyens pour nous financer, parce qu'en fait, on défend ce journalisme comme un bien commun et on estime que tout le monde doit avoir accès à nos articles, donc on les diffuse librement et gratuitement sur nos sites internet et sur tous les médias qui veulent bien les accueillir. Et notre seule source de financement, c'est nos lecteurs. C'est les citoyens qui ont les moyens et qui veulent bien nous financer sur notre site splan.org. Et c'est vrai que c'est peut-être un pis-aller, parce que finalement, c'est peut-être pas normal de devoir finalement s'appuyer sur la bonne volonté de chacun, mais aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a trouvé, et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'organise. Au moins, les lecteurs garantissent votre indépendance. Exactement. Marie Barbier, alors, La Déferlante... La Déferlante, c'est une revue trimestrielle et un site d'information, mais qui est plus limité en termes d'infos. Il y a une newsletter qui est assez détaillée. Et c'est finalement un très grand succès de l'année 2021. Non il me semble. Oui, vous êtes au numéro 5 maintenant. Oui, on va fêter dans 1 an, là, dans quelques jours. On sort notre 5e numéro. Ouais. Et oui, contre toute attente, parce que tout le monde nous disait revue papier sur un sujet de niche, le féminisme quand même. Et en fait, ça marche. Les gens sont intéressés par ces sujets-là. Et oui, c'est vrai qu'on est à peu près, un peu plus de 15 000 exemplaires vendus par numéro pour l'instant. Donc c'est vrai que ça marche bien, et oui, qu'on est contente de ça. Ouais.
Donc les lecteurs financent votre indépendance. Les lectrices surtout. Les lectrices. Oui, notre modèle économique, nous, c'est la même chose. Enfin, c'est uniquement les lectrices et les lecteurs qui nous financent, essentiellement par l'abonnement. On est aussi vendu en librairie. Et le principe, c'est, oui, qu'il n'y a pas de publicité. On est effectivement uniquement là-dessus. Et ça garantit notre indépendance sur des sujets qui sont délicats, sur des sujets aussi où il faut enquêter, qui coûtent cher. Le papier coûte très cher. On a fait le choix d'être imprimé. Et c'est pas rien aussi. Et on avait envie, en fait, nous, qui est un bel objet qui raconte les luttes féministes d'aujourd'hui, d'hier aussi, mais qu'on puisse se retrouver dans cet objet-là et qu'il puisse raconter ce que nous, on ne voyait pas en librairie. C'est pour ça qu'on a créé La Déferlante. On est 4 femmes à l'avoir créé, je le précise, parce que dans un univers médiatique qui est beaucoup dirigé par des hommes, c'est important, je pense. Et voilà, donc l'envie de se dire, il manque un objet aujourd'hui, un média qui puisse raconter toute l'ébullition qu'on voit, nous, sur les luttes sociales féministes, et qui puisse les interroger aussi, les questionner, qui puisse donner la parole à des universitaires, à des militantes, des activistes, des journalistes, avec un prisme qui est le nôtre, celui de notre ligne éditoriale, qui est celui de l'intersectionnalité, donc de questionner à la fois le genre, mais aussi les origines, mais aussi la classe. Et voilà, effectivement, on a, pour l'instant, on croise les doigts, trouvé notre public. Donc, Et quel regard vous portez sur le traitement qui est fait de ces questions par ce qu'on va appeler les quotidiens d'information générale ? Alors on le voit, il est de plus en plus important. C'est important quand Le Monde titre sur l'inceste, crime masculin à 96%. On voit que ça bouge beaucoup. Après, nous, ce qui nous intéresse, on est un trimestriel, donc on a un peu ce recul-là. On fait des papiers beaucoup plus longs. Voilà, donc je crois que c'est intéressant aussi qu'on puisse donner la parole aussi à des universitaires, qu'on puisse essayer d'avoir une pluralité de regards et qu'on puisse aussi les situer, c'est-à-dire de toujours dire d'où on parle. Et ça, je crois que la presse généraliste le fait pas systématiquement et que c'est dommage, quoi, d'essayer de diversifier ces regards-là et d'être plus pluraliste, quoi. Okay. Merci Marie. Clémence, maintenant, là, on revient sur le média d'information locale, régionale, puisque Revue Far West est un média axé sur la Nouvelle-Aquitaine. Hein, vous couvrez toute la Nouvelle-Aquitaine et puis vous existez quand même depuis plusieurs années maintenant. Voilà, vous, quels sont les enjeux? Comment vous traitez avec le regard de Revue Far West? Comment vous traitez cette actualité régionale? Alors nous, on a pris le parti de pas du tout être un média d'actu à proprement parler. On est vraiment un média documentaire. Parce que, alors pour plein de raisons. Déjà parce que l'actu, la presse quotidienne régionale le fait très bien. Et il y a même des médias indépendants dans notre région qui le font très bien. Donc un des médias indépendants comme Rue 89 Bordeaux, comme Médiacité, on n'avait pas spécialement de plus-value à apporter là-dessus. Par contre, on avait envie d'apporter une presse locale différente. Pas mieux, juste différente, c'est-à-dire une presse locale où on prend le temps, où c'est que des longs formats et où il y a vraiment une très grande part donnée au documentaire. Tout à l'heure, dans la table ronde précédente, on parlait de représentation. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, en fait. C'est remettre les gens au centre des sujets, en fait. Au centre de, en ce moment, de quoi on parle. Alors, c'est... Mes parents vont regarder sur YouTube, mais comment choisir un sujet? Qu'est-ce qui potentiellement agace mes parents? On en fait des sujets Revue Far West. Je dis ça pour la blague, mais parce que voilà, dans le numéro 2, on va parler non-binarité, on va parler cannabis, on va parler d'Alice Coffin, de L214, de tous ces petits sujets comme ça qui, de temps en temps, vous les voyez passer justement dans ces émissions de télé entre éditorialistes qui sont pas d'accord, ils sont pas contents. Et sauf qu'en fait, nous, c'est pas des choses qu'on va décrypter, c'est pas des choses qu'on va expliquer. Par contre, on va les demander aux principaux intéressés. Et vous, dans votre vie, ça veut dire quoi? Et en fait, on remet les gens au centre des sujets parce que c'est les sujets qui les concernent. Par exemple, sur le sujet de la non-binarité, je l'utilise souvent comme exemple parce que il est très révélateur. Il y a eu un moment, je ne sais pas pourquoi, la non-binarité, ça chauffait tout le monde. Sur les plateaux de télé, dans les soirées raclette, ça chauffait tout le monde, la non-binarité. Et c'était très troublant parce qu'en fait, finalement, on entendait assez peu
parler des personnes non-binaires. Donc nous, on est allé voir 3 personnes non-binaires qui vivent à la campagne dans les Deux-Sèvres, et pour qui nous racontent, pour qui elles nous racontent, vous voyez, comme c'est pas... Comme elles nous racontent, c'est quoi leur quotidien, c'est quoi leur vie, ça veut dire quoi, pourquoi, qu'est-ce que ça a eu comme conséquences, et les conséquences sont lourdes, souvent pour ces personnes d'un point de vue relationnel et familial. Voilà, on les a remis un petit peu au centre. Et il y avait un autre truc qui était important pour nous, c'est donc la région Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas qui visualise la région Nouvelle-Aquitaine ici, elle n'a aucun sens. Aucun. Ni économique, ni culturel, ni... Pourquoi pourquoi les Pyrénées-Atlantiques et la Creuse dans la même région? Et nous, là, on s'est créé en 2017, donc peu de temps après la création de cette nouvelle grande région. Et justement, on trouvait ça intéressant d'essayer de voir en fait quelle identité commune, malgré tout, il pouvait y avoir dans cette région. Et en fait, c'est tout bête, c'est vos voisins et vos voisines. Et en fait, c'est encore plus intéressant parce que il peut pas y avoir des problématiques comme pour Splannes en Bretagne où on respire tous cet air. Non, vous êtes en Creuse, vous avez une problématique de cultivation du CBD. Vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques, vous avez un centre de soins pour la faune sauvage. Et il n'y en a pas encore. Voilà, c'est à ce point-là la Nouvelle-Aquitaine, tellement les problématiques ne sont pas les mêmes. Mais justement, c'est ça qui est intéressant parce que ça permet de remettre les gens au centre, de rappeler que les sujets de société, c'est eux, à la base, qui sont au centre et pas les personnes qui ont des avis sur ces sujets-là. Et à la fois rappeler qu'un territoire, c'est pas obligé d'avoir du sens pour qu'il y ait une identité commune qui se crée.